L'an dernier, j'ai quand même arrêté, annulé un entraînement parce qu'il avait cassé une côte à lui avant l'entraînement. Et là, il y a même un docteur qui a subitement voulu me proposer de mettre un casque de water-polo, en fait, en dessous du casque de rugby. Pierre-Henri Broncan, comme à Confesse. Guillaume Guirado, comme à Confesse. Avant, les trois quarts étaient très merdeux, mais ils savaient qu'ils étaient beaucoup moins costauds que les avant. Aujourd'hui, Chochaya, Reizuke, chez nous par exemple, notre ailier, c'est peut-être le plus costaud de l'équipe. Donc ça s'est équilibré un peu, tu vois. Nous, souvent, l'entraînement, c'est souvent des phases de contact, des phases de combat, que ce soit des mêlées, des touches, c'est souvent l'opposition, c'est souvent très dur. Et juste à côté de nous, on voit les trois quarts, eux, faire des touchés de main, rigoler haut et fort. Même des fois se permettre de nous chambrer. Nous on a Arata, Santiago Arata, écoute-moi, je le vois, au moins 1 à 2 fois par semaine, il lui tape dessus. Ils se mettent sur lui à la fin d'entraînement avant. L'an dernier, j'ai quand même arrêté, annulé un entraînement parce qu'il avait cassé une côte à lui avant l'entraînement. Il lui tapait dessus, il les faisait chier tout le temps. Alors, bon, ça m'avait énervé, j'avais arrêté l'entraînement, mais ça continue. C'est que lui d'abord, il continue à les brancher aux avant, et eux, ils continuent à le taper. Donc, mais c'est incroyable. Et j'espère un jour qu'il y aura un petit match avant contre 3 quarts, en fait, 15 avant contre 15 3 quarts, pour voir quelle serait l'issue du match et comment il ressortirait. Donc, je pense que c'est quelque chose, un beau défi à faire. Hein. Je sais pas, j'ai jamais fini un tampon, je peux pas te dire, c'est rien. J'étais pas comme tu vois, la famille Gelon dans les campagnes gersoises, à travailler à la ferme, donc à la ferme, j'ai pas, ils devaient plaquer les vaches à l'insérien, je sais pas comment ils faisaient, mais bon, c'était des gros plaqueurs, les fermiers souvent. On m'a souvent posé la question, mais j'ai toujours resté pudique. C'est quelque chose que j'ai pas envie de dévoiler ou de partager. C'est quelque chose que je fais unanimement dans le vestiaire avant de rentrer à un match et bien sûr dans ma vie au quotidien. J'ai mes convictions, mais j'aime pas les revendiquer, j'aime pas les crier haut et fort. C'est quelque chose qui est très personnel et qui m'a suivi toute ma carrière. Un tampon quand t'as un ballon, c'est pas gênant. Après, quand tu l'as plus, quand c'est à retardement, quand c'est par derrière, enfin, tu vois, quand c'est bon, pas dans les règles du jeu, ça c'est plus con, c'est plus chiant. Donc là, tu peux y avoir bagarre à la sortie, mais quand c'est dans les règles, c'est bien joué. C'est là que tu peux lui serrer la main aussi, là, en te relevant. Non, je lui demande jamais de gagner ou de prendre part sur un résultat ou quoi que ce soit, parce que c'est pas comme ça qu'il faut le concevoir. Mais je lui demande de m'aider au quotidien pour être le meilleur et la meilleure personne que je suis. Donc voilà, après, jamais je fais part par rapport au résultat, parce que c'est pas comme ça que ça se passe dans la religion, dans la foi dont je perçois, et je t'en ai déjà presque trop dit pour moi. Le rugby est un sport dur. C'était dur il y a quelques années parce qu'il y avait des sortes de shérifs un peu sur les terrains. Il fallait faire attention. Et aujourd'hui, c'est quand même très dur. Quand je vois les animaux qu'il y a sur le terrain le week-end, des fois... Maintenant, à part se pousser et faire touche-touche, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est celui qui pousse le plus, en fait. Quand on a joué Toulon, à Castres, j'étais dans le couloir du vestiaire, tout seul. J'étais de dos et j'entendais cling, les crampons d'un joueur arriver de Toulon. Quand je me suis tourné, c'était Eben Etzebeth. C'est un animal, quand je l'ai vu. Je me suis dit, ça va être compliqué, il a des bras comme ça, il fait 2 mètres, je sais pas combien. J'ai connu une autre époque où j'ai pris quelques marrons quand j'ai commencé. Je peux te dire que quand tu étais jeune, tu avais peur de commencer un match en première parce que tu savais que tu pouvais ramasser dans tous les sens. C'est un sport, il y a quand même des costauds dans le rugby, donc c'est un sport dur. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai connu les deux, moi. Donc voilà, maintenant je sais que jamais ou très très peu ça va partir en vraie bagarre. Donc c'est celui qui pousse le plus fort et il faut essayer plus de séparer qu'autre chose. Donc ça me fait plus sourire à chaque fois qu'autre chose.
Ah oui, ça chambre et ça a toujours chambré. Après, c'est extraordinaire. Il y a des fois enfin, je me souviens plus des citations, mais il y a quand même des phrases cultes dans le rugby. Et je me souviens quand je jouais à Béziers, je discutais avec Michel Palmier, quand il jouait à Sauclière à l'époque, il me racontait qu'il laissait passer toujours à Sauclière dans un tout petit couloir. Quand l'arbitre sifflait, l'équipe s'alignait en premier. Et donc, il me disait toujours, il y avait toujours un 3/4 qui était buteur ou très bon joueur de l'équipe adverse. Et donc, on passait, nous, après, on arrivait. Et là, on le bousculait tout le temps. Et en lui disant, ça va être dur aujourd'hui. Déjà, il me dit, dans le couloir, déjà, le mec, il perdait 50% de son tir au but, la plupart du temps, à Sauclière. Donc voilà. Mais ça a toujours branché. Ça fait partie de notre éducation, de notre sport. Mais c'est pareil, c'est du branchage qui... Voilà, t'as sifflé la fin, c'est fini, on serre la main, c'est oublié. Phase d'adaptation assez facile. Surtout ce qui m'a secoué, c'était les premières fois en mêlée avec Didier Sanchez sur le Jouc à Bompas. Je me rappelle encore. Et voilà, quand je te parle de personnes qui te marquent à vie, Didier en fait partie forcément. Je l'ai eu de cadet jusqu'à toutes les catégories jeunes à Perpignan. Je l'ai eu en première aussi et voilà, je pense qu'on s'en rappelle encore. Et quand je vois des fois que certains joueurs râlent parce qu'on fait 2-3 mêlées en opposition, je pense qu'ils n'auraient pas été prêts de se faire coacher par Didier, parce que Didier, c'était pas 2-3 mêlées, c'était 2-3 heures de mêlée. J'aurais pas le contrôle justement qu'ont les arbitres. Vraiment, ils ont un contrôle, je les trouve forts là-dessus. En plus, quand tu as la pression du public, que tout le monde gueule, la vidéo maintenant qui passe en boucle, etc. Moi, je dis chapeau. Mais je leur laisse. Mais vraiment, même quand je terminerai ma carrière d'entraîneur, jamais j'arbitrerai. Même pas des jeunes, c'est encore pire. Avec les parents sur le bord, qui ne comprennent pas une règle sur deux et qui gueulent, c'est terrible. J'ai dû en envoyer un paquetas quand même de pizza. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. C'est pas comme le buteur qui n'arrive pas à mettre le ballon au milieu des poteaux par rapport au vent ou quoi. Nous, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu que des fois, même les choses les plus faciles comme un bloc de saut devant où le sauteur n'a pas de contre, on va pas arriver à le faire. Durant ma carrière, j'ai rencontré Gonzalo Quesada en équipe de France et lui, il m'avait donné de très bons conseils en fait pour le lancer en fait. À partir de ce moment-là, c'est vrai que je me suis servi comme levier pour essayer de comprendre vraiment ce qu'était un lancer et justement pour éviter d'envoyer de plusieurs pizzas. Ah oui, ça me permet d'en reconnaître un peu des fois, quand je circule dans le civil. Alors c'est vrai que dans ma carrière, j'ai connu des piliers qui vouaient à rechercher, faire des choux-fleurs dans leur propre chambre, dans les centres de formation, pour ressembler à de vrais piliers. Donc ils se mettaient des coups exprès justement pour que ça gonfle. Et là aussi, je sais pas comment ils font les mecs là, vraiment ils ont des oreilles dégueulasses, ils doivent avoir mal tout le temps. C'est pour ça aussi que je joue avec le bandeau. C'est que j'ai eu une oreille, un chou-fleur, mais plus en fait, où j'ai eu le conduit complètement bouché. Et je m'étais fait opérer du coup avec le scalpel, douleur affreuse, obligé de mettre les compresses, me les suturer pour pas que ça regonfle en fait. Et du coup après cette opération, j'ai été obligé de jouer en fait. Je m'étais fait opérer le mercredi ou le jeudi, affreux, douleur affreuse. Et là, du coup, on a quasiment tout essayé. Et là, il y a même un docteur qui a subitement voulu me proposer de mettre un casque de water polo, en fait, en dessous du casque de rugby. Sauf que là, j'ai explosé de rire. Je lui ai dit mais que c'était pas possible parce que sérieusement, j'aurais ressemblé à... Tu me vois, c'est la soupe au chou, quoi. Et du coup, système D, on trouve une solution. Donc, je fais le strap. On coupe une balle de tennis en deux. Donc je mets la balle de tennis par-dessus pour pas que les poings s'arrachent en fait avec la compresse. Donc là je remets du strap et en plus de ça pour bien protéger je mets le casque là. Sauf que du coup j'ai la tête complètement difforme comme ça, le casque comme ça, le travers. Il y en a de moins en moins quand même. Alors peut-être ils mettent moins la tête ou ils se protègent plus, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins en tout cas. Donc c'est pour ça qu'au tout début je bandais qu'une oreille, celle-là. Et qu'après par la suite j'ai bandé les deux et ça m'a suivi toute ma carrière. Donc j'ai fait pas mal de bandeaux d'élasto pour protéger ces petites oreilles qui aujourd'hui sont plutôt en bon état et c'est ça le plus important. Je vois des joueurs des fois qui veulent pas serrer les mains, etc. Je trouve ça, non.
Il faut, c'est un combat, quoi qu'il en soit, des fois tu tombes sur des cons en face, sur des casse-couilles, mais c'est fini. C'est fini, donc tu serres la main, tu peux boire une bière avec lui à la fin. C'est ça l'école de la vie aussi, hein. C'est se dire c'est fini, on a combattu, chacun a défendu son maillot, et bon, mais voilà, il y a eu de la pression, de la tension, mais le match est fini, on ne le rejouera pas, donc le plus beau geste, c'est se serrer la main à la fin. Et souvent c'est des moments qu'on aime bien parce que c'est des moments de fête ou de joie et on rigole beaucoup voilà, parce que on est quand même des sacrés artistes et on aime quand ça déconne et quand ça fait des conneries. Donc souvent après la troisième mi-temps et après la fête, il y a souvent des petites conneries qui s'improvisent et ça c'est quelque chose qui m'a bien suivi durant ma carrière, donc j'en ai à l'appel et non, mais c'est souvent comme ça que l'on crée des liens. Et je repense forcément l'année dernière quand on était dans le dur, qu'on était dans la difficulté, qu'on se posait des questions pour le maintien. Et du coup, on se regroupait avec le back-office et pas mal de joueurs dans la petite buvette improvisée là-bas au fond des poteaux. Chez Sissou et voilà, on buvait des coups ensemble, même si on était dans le dur et il y avait toujours cet espoir-là et voilà, je sais pas si c'est que grâce à ça ou à cause de ça, mais après voilà, quand on a eu la chance de faire le parcours qu'on a fait sur la deuxième partie de saison, ça nous a fait prendre conscience que quand on le voulait, on arrive à faire de très belles choses et ça nous a même donné des ailes sur le début de cette année. Donc c'est parce que vous allez faire la troisième mi-temps que vous allez être forcément bon sur le rugby. Il faut pas se leurrer, c'est quand même les joueurs qui font l'entraîneur, tu vois, c'est comme ça. Si tu tombes sur des bons joueurs, ce sera quand même plus facile d'être un bon entraîneur. Le temps te permet de prendre du recul, de te nourrir de tes échecs, de progresser par rapport à tes échecs, mais bon, c'est quand même un métier difficile, c'est un métier qui va très vite. Et on n'a pas le temps de se reposer, quoi. Donc la victoire, tu la savoures sincèrement 5 minutes, 10 minutes après un match, après tu passes déjà à l'autre. Ce qui est le plus dur souvent pour les rugbyman quand ils arrêtent, en fait, c'est d'un seul coup être un petit peu vécu comme le néant, où on se retrouve tout seul. Et justement, si vous n'avez pas préparé, c'est là où ça peut être délicat. Donc j'ai fait en sorte que je ne pense pas qu'on sera 60 au quotidien, mais qu'on soit une bonne poignée toujours ensemble et qu'on vive bien ensemble, parce que c'est le plus important d'être bien encadré et de retrouver la famille va faire le plus grand bien. Bon, entraîner c'est dur, t'as beaucoup de pression, donc des fois je me dis putain, mais qu'est-ce que j'aimerais avoir un métier du lundi au vendredi, ça s'arrête et être tranquille, aller faire mon petit footing le samedi matin, aller au marché par là à droite à gauche. Et puis sincèrement je peux pas le faire ça, je pense. Donc moi le rugby je le trouvais bien avant, je le trouve bien maintenant, je le trouverai bien plus tard, et même si je dois être dans un petit club, tu vois, à la retraite, j'aurais du mal à décrocher le rugby. Je ne vois pas, ne serait-ce que peut-être aider à servir les joueurs le vendredi soir après un entraînement, hein, tu vois, ça me dérangera pas. Du moment que je reste dans ce sport, moi je l'aime ce sport. Hein. Quelqu'un de discret mais à la fois ouvert et je peux tout vous dire, donc voilà, moi je suis quelqu'un de très modeste, très simple et je prends énormément de plaisir quand je rencontre des gens qui soit me témoignent de ce qu'ils ressentent sur moi, ou même quand ils connaissent pas le rugby et qu'il faut essayer de leur faire prendre conscience un petit peu de ce qu'est ce sport et de ce qu'il représente. Donc voilà, moi je joue pas de rôle et je suis quelqu'un de simple, c'est ce que j'ai envie qu'on retienne.